vais pas dire bonsoir, mais bonne fin d'après-midi. En tout cas, avant de partir après ça pour les hostilités de ce soir, on a le plaisir d'accueillir deux Charlotte. Il fallait que je la fasse. Pour parler des mutations du commerce, l'état des lieux et projections. Donc, on a vraiment le plaisir d'accueillir Charlotte Soulot de Back Market, directrice générale de Back Market, animée par Charlotte Bricard. Bonsoir Charlotte. Salut Charlotte. Voilà, ça c'est fait. Merci d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté cette invitation et merci aussi à vous parce qu'on sait que les journées sont quand même extrêmement denses, chargées, les soirées aussi potentiellement. Donc merci à tous. Peut-être avant de commencer à discuter des mutations du commerce, puisqu'on a beaucoup parlé, on va continuer encore demain à parler de la partie commerce à trois voies, qui est le sous-titre du fil rouge de cette édition. Le mot clé qui est au-dessus, c'est le mot mutation, et c'est un peu sur celui-là qu'on a eu envie de s'arrêter avec toi. Et donc les mutations à l'œuvre sur à la fois les habitudes de consommation, les habitudes de communication aussi, pourquoi pas, et sur les mutations du commerce, à commencer par celui du commerce de la seconde main. Ça, c'est pour l'explication du titre. Pour le reste, pour te présenter, pour ceux qui n'ont pas le détail de ton parcours, tu as passé 12 ans chez Carrefour, jusqu'à piloter la stratégie commerciale des 4000 magasins de la branche proximité. Et en 2022, tu as commencé à goûter aux joies du e-commerce et de l'économie circulaire en rejoignant Aramis Auto avant d'être débauché ou recruté en tout cas par Back Market qui fêtait ses 10 ans et dont tu es devenue directrice générale pour la France et pour l'Espagne. Tu aimes bien dire que finalement aujourd'hui ton parcours est à l'image des produits que tu vends, reconditionnés. Est-ce que tu confirmes? Et surtout, au-delà de ces infos très LinkedIn, qu'est-ce que j'ai oublié de structurant pour cette présentation? Merci Charlotte pour l'accueil et bonsoir à tous. Moi je suis hyper contente d'être là, j'adore cet événement, il y a une super énergie. Puis en plus on est venu avec une petite délégation très sympa de Back Market, là, qui sont au premier rang, je les salue d'ailleurs. Ils seront à votre disposition d'ailleurs aussi à la fin pour répondre à toutes vos questions. On est une dizaine. Donc tu as raison, mon parcours il est un peu reconditionné à l'image de mes produits parce que j'ai eu plusieurs vies. Déjà une première vie dans les grands groupes de retail, Carrefour, Decathlon, avant de partir dans l'univers des scale-up digital. Une vie plus dans les opérations, le terrain, le retail physique, et après une vie plus dans le digital et la direction de pays. Ce virus, moi, du retail, je l'ai attrapé très tôt. Donc dans ces deux grandes écoles du retail que sont Decathlon et Carrefour. D'abord Decathlon, pendant toutes mes études, moi pendant 5 ans, j'ai travaillé chez Decathlon pour financer un peu ma vie étudiante. Et j'ai adoré ça, quoi. J'ai adoré cette ambiance collective du magasin. On se lève tôt, on remplit les rayons en musique à fond le matin, on s'entraide. Il y a un côté hyper sympa. Il y a le directeur qui vient prêter main forte. Et du coup, très tôt, à 18 ans, j'ai ressenti la puissance de la cohésion sur le terrain, cette énergie collective, et surtout l'importance du leadership du directeur qui... de l'énergie qu'il impulse lui-même. Ouais, en fait, je trouve que les résultats, ça repose à 90% sur le leadership qu'un directeur est capable d'insuffler. Ça m'a vachement inspiré. Puis 12 ans, après mes études, j'intègre le groupe Carrefour, qui est le premier employeur français, donc énorme machine, etc. Et là-bas, j'ai un parcours hyper vertical, très rapide. Pendant 12 ans, je fais des boulots très strat, aux achats, au commerce, avec toujours des plus grosses équipes, toujours plus de PNL, etc. Et l'expérience, tu vois, qui reste aujourd'hui la plus belle de ma vie, la plus structurante, celle que j'ai le plus appris, c'était quand j'ai été directrice de magasin. J'ai piloté un supermarché parisien. Et là aussi, tu vois, le terrain, c'est ce qui m'a vachement façonnée aujourd'hui, je pense, en tant que dirigeante. Tu te lèves à 5h du mat avec tes employés pour remplir, tu as 3 livraisons par jour, tu n'as pas de réserve pour stocker, tu as des pics clients hyper forts à midi, à 18h, il faut gérer ça. Tu as la moitié de tes équipes qui se lèvent tôt pour envoyer la moitié de leur salaire à la famille qui est restée au bled. Enfin, c'était une réalité que je côtoierais peut-être plus jamais d'aussi près et qui m'a vachement bouleversée humainement. Et je pense que je n'aurais pas été la même si je n'avais pas côtoyé ça.
Donc, je pense que Gros tu vois, moteur. l'impact que j'ai aujourd'hui chez Back Market, il est vachement tiré de ces racines, parcours. tu vois. Le leadership fédérateur qui embarque, et puis le côté terrain, l'écoute des clients sur le terrain, parce que c'est aussi un laboratoire très très formateur, un laboratoire formateur, le magasin, où tu discutes avec les clients tous les jours, et donc tu apprends d'eux, et tu testes des choses le lendemain, et tu vois les résultats, si ça marche ou pas. Et donc ce côté, voilà, terrain, écoute du client. Tu vois. C'est marrant parce que pour le coup, quand on t'écoute, on sent le débit aussi, hein, l'énergie, la vitesse à laquelle ça va. Ouais. Et moi, dans le parcours, j'avais vu l'accélération. Parce que sur les 12 années, ça a été l'accélération des services digitaux, notamment pendant le Covid, ça a été l'accélération du bio dans les 4000 points de vente, ça a été l'accélération des partenariats dans les aéroports ou dans les gares pour booster le marché. Donc, j'espère que vous avez vu les Carrefour City dans les aéroports d'Orly, etc. Ça, c'est moi qui les ai faits, je suis hyper fière. Mais donc, il y a quand même... Et donc, moi, je me disais, c'est ça la logique, c'est le côté, on accélère. Et donc, peut-être que dans les scale-up de l'économie circulaire, où tout va aussi très vite, c'est un marché qui va vite, je me disais que c'était peut-être ça qui t'y avait conduit. Et quand j'écoute maintenant le feu encore brûlant qui t'animait dans le magasin, je me demande qu'est-ce qui t'a fait basculer dans ce marché-là? En fait, je crois que c'est lors de mon second congé maternité, quand on est une femme en congé mat, c'est des moments de recul où on réfléchit pas mal. Et là, je me suis dit que Carrefour, c'était incroyable, mais c'était aussi une prison dorée, quoi. Et que l'histoire, elle pouvait continuer à être super belle pendant très longtemps. Mais voilà, j'avais été une des plus jeunes femmes senior directeur, avec une des plus jeunes femmes membres d'un COMEX, tout ça avec toujours plus effectivement de PNL, d'équipes à gérer, etc. Et en fait, j'avais peur de m'enfermer et de devenir peut-être quelque part aussi un peu obsolète, parce que c'était pas un pure player, c'était une boîte en pleine transformation digitale et transformation aussi, la transition alimentaire, mais c'était pas le cœur de métier de Carrefour historique. Et donc j'ai franchi le pas, et chez Aramis Auto, j'ai découvert l'économie circulaire, le reconditionné, et j'ai vu que c'était plus une niche militante, que c'était déjà une vraie réalité avec une vraie demande client, et c'est ça qui m'a amené chez Back Market. Alors, prochaine slide. On passe chez Back Market, justement. Back Market, on va revenir à peut-être d'abord d'Aramis Auto à Back Market pour avoir le lien jusqu'au bout. Qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre? Et ensuite, on représentera un peu Back Market à date. Back Market, énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur. Moi, je suis arrivée après 10 entretiens. Et hyper, j'ai été hyper séduite par 3 choses. Déjà, la mission. On lutte contre la fast tech, ce système d'hyper-consommation qui a des ravages hyper néfastes sur la planète. Aujourd'hui, l'impact du secteur du numérique, c'est 4%, c'est plus que des émissions d'effet de serre, c'est plus que l'aérien. Et si on ne fait rien, ça va tripler d'ici 2040. Donc, il y a un vrai sujet, et les gens chez Back Market savent pourquoi ils se lèvent le matin. Il y a ce truc-là qui est hyper activiste, hyper fort. Donc ça m'a séduit. 2, le timing. Back Market avait 10 ans. C'était une boîte qui avait déjà prouvé son modèle, qui avait validé son modèle. Et mon rôle dans cette affaire, à ce moment-là, c'était de faire passer Back Market en France d'un statut d'alternative à une vraie norme de consommation. Et donc ça m'a plu, parce que dans mes précédents jobs, la démocratisation au plus grand nombre, l'inclusion, etc., ça m'avait beaucoup drivé. Et donc ça m'a plu. Et puis, troisième point, et peut-être le plus important, c'est la culture et les gens, quoi. J'ai rencontré donc Thibaut, notre fondateur, qui est le CEO et qui est extrêmement impliqué, qui est un gars hyper sympa, accessible, détendu, hyper smart. On est de la même génération, on se comprend bien. Donc, lui, il m'a vachement embarqué. Et puis, j'ai rencontré aussi les équipes. Et il y a une ambiance extrêmement familiale chez Back Market. On avait un partenaire hier qui nous disait ouais, vous avez l'air d'une bande de cousins là. Mais c'est vrai, quoi. C'est ce truc, on s'entend bien, c'est sympa, c'est fun. Et on prend plaisir à bosser sur nos sujets communs. Puis les gens sont smart, ils sont drôles. Et puis il y avait un point aussi hyper important, c'est que Back Market, c'est une boîte, il y a de la diversité, 55 nationalités différentes, et il y a aussi une vraie parité, ce qui est assez rare dans la tech. On a 40% de femmes, et quand on regarde l'équipe de leadership, c'est 50%. Okay. Et des postes, tu vois, qui sont généralement plutôt trustés par des hommes, du type CTO, CPO, chez nous, c'est des femmes.
Les patronnes de zone US, UK, tu vois, France, Espagne, ce sont des femmes. Et moi, je suis convaincue que les femmes, dans un collectif, c'est meilleur pour... Enfin, un bon équilibre, c'est meilleur pour des bonnes décisions, etc. Donc voilà, ça m'a aussi vachement drivé. Ok, donc 1, la marque, 2, le projet, 3, on en revient à l'énergie, de l'humain, 1 au départ et les humains en général, et l'exemplarité. On se met juste 2 secondes, un petit focus sur Back Market pour qu'on rattrape un petit peu justement la progression de ce business qui a en effet maintenant combien, 14 ans? Non, 11 ans. 12 ans, voilà. Exactement. Entre les deux. Back Market qui a atteint pour la première fois le seuil de la rentabilité, c'était il y a quelques semaines et c'était une super nouvelle. Spécialisée dans la vente de produits technologiques reconditionnés, je pense qu'on ne le dit plus à personne, valorisée à plus de 5 milliards d'euros. L'entreprise qui est devenue Bicorp en 2023 revendique aujourd'hui 17 millions de clients dans le monde, 700 salariés, dont un tiers d'ingénieurs, on a fait la parité, mais ça c'est intéressant aussi, répartis dans ces 7 bureaux. J'arrête avec les chiffres, il y en avait beaucoup, j'en ai choisi certains. Si toi tu avais dû choisir 1, 2 ou 3 chiffres maximum qui permettent justement d'avoir une vision précise de Back Market aujourd'hui, ce serait quoi? Peut-être plus que des chiffres, surtout des preuves en fait, qui racontent notre maturité. D'abord, je dirais donc la rentabilité mondiale, ouais, effectivement, qui a été atteinte en 2025. Ça, c'est hyper important parce que ça prouve que voilà, on est une pépite de la French Tech, mais on est aussi une pépite green. Et donc, ça prouve qu'un modèle tech plus green peut être viable, scalable à l'international. On est présent dans 17 pays, en effet, et qu'on n'est plus on est vraiment dans un réflexe maintenant de consommation qui est assez démocratisé. De 2, je dirais la part de marché en France. Aujourd'hui, un téléphone sur 4 qui est vendu en France, c'est Back Market qui le vend. Et ça, c'est tout confondu, c'est seconde main, reconditionné, c'est neuf. Et si on prend le segment du reconditionné, on a 75% de part de marché, donc on domine la catégorie. Et là aussi, ça prouve qu'on a établi un vrai succès, qu'on peut pénétrer le marché du neuf et ça me donne beaucoup d'espoir pour beaucoup d'autres catégories de produits. Et troisièmement, je dirais l'écosystème qu'on a créé. Tu l'as dit, 17 millions de clients, 17 pays et 1700 reconditionneurs partenaires. On a fédéré une filière. On n'est plus juste un distributeur, maintenant on est un vrai tiers de confiance qui structure cette ligue des champions du reconditionné. Ok. Merci beaucoup pour ta vision justement de l'enseigne. Pour revenir un petit peu sur la feuille de route, tu as donné l'objectif qui t'a été assigné, tu as un peu évoqué aussi ce que tu ramenais de tes années terrain comme conviction, notamment sur le leadership. Qu'est-ce que tu rajoutes comme ingrédient pour envisager justement ta feuille de route à la tête de Back Market aujourd'hui? Back Market, comme pas mal de scale-up, c'est une entreprise qui a grossi très 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 vite et qui s'est construite avec des collaborateurs historiques qu'on menait un peu qu'on menait un peu toutes les guerres du début, quoi, et qu'on était hyper fort là-dedans. Mais quand on passe un cap de maturité, c'est bien aussi d'apporter un peu de sang neuf, de senioriser, et donc c'est ce qui a été fait, hein. Il y a toute une partie de nouveaux dirigeants qui sont arrivés pour étoffer un peu l'équipe cœur historique. Et c'était aussi des profils très très similaires, hein. C'était beaucoup d'anciens Amazon, de Cdiscount, de Google, etc. Et donc moi j'arrive un peu comme un ovni là-dedans, ancienne du retail physique. Et ce que j'essaye d'apporter à travers le parcours que j'ai eu, c'est déjà des capacités de management transversales, du teamwork collaboratif très transverse, du lien physique, parce qu'on est une boîte qui est très digitale, avec beaucoup de distanciel, parce qu'on est en 7 bureaux, il y a des gens qui sont à New York, d'autres qui sont à Tokyo, à Londres, à Berlin, etc. À un moment, c'est bien de ramener aussi du physique. On fait des workshops, on pose les ordis, on pose les téléphones, on écrit au mur, et il se passe des trucs dans les cerveaux, etc., et on rentre en résonance. Pour moi, ça, c'est hyper important, mais ce n'est pas forcément culturel partout dans la boîte. Ce qui est plus culturel, c'est de collaborer de manière individuelle à des documents collectifs en ligne, vous voyez. Donc, je pense que cette culture, voilà, peut-être du physique, etc. De 2, je dirais les capacités de négociation. J'étais à l'école Carrefour, donc
Donc on apprend des belles choses là-bas. Et ça, c'est très clé, très important pour construire des partenariats stratégiques forts. Et qui dit négociation, dit relation. Parce qu'un partenariat, c'est 90% de relations. Et d'ailleurs, on a construit un partenariat super fort avec Bouygues Télécom. Et on voit l'importance que ça a d'avoir construit des relations comme ça. Et puis aussi peut-être la culture du retail physique, c'est-à-dire au-delà du prix, l'image prix, l'animation commerciale, le calendrier commercial, le sens client dans toutes les décisions, etc. Donc voilà, c'est ce que j'essaye en tout cas d'apporter à mon humble niveau. On va peut-être zoomer sur Bouygues justement et sur le partenariat, c'est assez récent. Ça faisait partie tu l'avais annoncé dans la presse, hein. Tu avais dit, moi en fait ma vision c'est que je vais accompagner aussi la croissance de Back Market en faisant deux choses, la diversification des revenus d'une part, et puis l'accélération sur des partenariats comme celui monté avec Bouygues. Donc le partenariat avec Bouygues, ça permet, qu'est-ce que ça permet? Est-ce que ça permet d'avoir un maillage territorial plus puissant, d'avoir un pied dans le monde physique parce que tout ce qu'on vient de dire ou parce qu'on a besoin de toucher, voilà. En quoi ça va booster le commerce de demain pour Back Market et qu'est-ce qu'il y a dans l'astérisque diversification des revenus? Nous, on a construit, comme tu le sais, une présence extrêmement solide online. On est archi leader sur le sujet du reconditionné et en revanche, on n'était pas du tout présent dans le physique. Pour moi, ça fait partie des leviers de la croissance de demain. Et c'est ça qu'on est venu chercher avec Bouygues, en s'alliant avec Bouygues, c'est d'allier un peu le meilleur des deux mondes. Côté Bouygues, il nous apporte un maillage territorial extraordinaire. On est dans 500 boutiques, dans 400 villes, un visage humain aussi, parce que c'est 2000 conseillers de vente qui vendent aujourd'hui du back market dans ces boutiques-là. Et donc de l'expertise, une approche des cas spécifiques des clients, des cas d'usage, etc. Qu'on peut moins faire en digital. Et puis nous, on a mis en place pour ce partenariat une sélection de plus de 2000 références des plus grandes marques de smartphones, c'est-à-dire bien sûr d'Apple, de Samsung, de Google, à des prix qui vont jusqu'à 70% moins cher que le neuf. Donc ça, c'est vraiment l'arme stratégique qu'on amène dans le réseau physique. Et dans toutes les configurations possibles, de couleurs, de capacité de stockage, batterie neuve ou pas, etc. Enfin, tout ce qu'on est capable de proposer sur le online, on amène ce choix sur la tablette du vendeur face au client. Donc ça, c'est hyper puissant. Mais du coup, c'est de la présence à l'esprit, c'est de la confiance ou c'est du volume d'affaires? Les deux. Complètement les deux, c'est qu'on a la réassurance, la caution de Bouygues avec les conseillers, etc. Et puis on a cet élargissement de l'offre qu'on rend possible avec la profondeur d'offre de Back Market, du digital, quoi. Okay. Qu'on peut pas mettre sur étagère. Donc tout ce qu'on a ramené sur la tablette du vendeur, ça vient les augmenter et leur permettre de toucher aussi beaucoup plus de clients. Et si on parle d'élargissement de l'offre, j'imagine que la diversification des revenus, c'est justement l'élargissement de l'offre. Oui, tout à fait. On en reparlera juste après. OK. Un bilan peut-être à date de l'installation? Oui, c'est ultra positif. Moi, je vous laisse imaginer le temps que ça m'aurait pris de faire une expansion dans 500 boutiques. J'ai connu ça chez Carrefour, avec les Carrefour City, etc. On en ouvrait 300 par an. Donc, c'est des ressources, c'est coûteux, etc. Là, en quelques mois de développement technique, etc., on est arrivé dans 500 boutiques, 400 villes. Donc ça, c'est assez dingue. Et là, les ventes, elles sont en train de vraiment décoller. On a fait une campagne commune, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être dans les rues, dans le métro, etc., récemment, là, Bouygues Market. On a fait un truc un peu commun, hyper sympa. Donc c'est aussi, pour moi, au-delà des ventes là, qui sont hyper encourageantes et on voit que les vendeurs commencent à acquérir le réflexe et puis la demande client, elle est là. C'est au-delà des ventes, c'est une manière de booster notre notoriété territoriale parce qu'historiquement, on est quand même, nous, présents, vendus beaucoup dans les très grosses villes où il y a beaucoup d'actifs, etc. On est peut-être un peu moins connus dans la France périphérique, rurale. Et donc là, on arrive avec une vitrine assez extraordinaire, quoi. Ok. Alors, autre vitrine, si on reste dans les magasins physiques, vous êtes installé aussi aux États-Unis, au 449 Broadway pour l'adresse. On parlait tout à l'heure des 17 pays dans lesquels la marque est présente. Qu'est-ce que vous observez justement des différences de comportement de consommation de vos clients dans les différents pays dans lesquels vous êtes implantés?
Ouais, on l'a dit, donc on est présent dans 17 pays et c'est une très grosse présence en Europe et puis on est aussi aux US, au Japon, en Australie. Et notamment aux US et au Japon, on voit des comportements de consommation extrêmement différents. Bah déjà, je pense que je ne vous l'apprends pas, mais ils sont hyper addicts au neuf dans ces pays-là. Il faut savoir que l'Europe est très en avance sur l'économie circulaire et dans l'Europe, la France est en avance sur le sujet. Là-bas, c'est quand même plus compliqué de convaincre les consommateurs de shifter sur leur consommation. De deux, ils achètent beaucoup plus massivement dans les magasins physiques dans ces pays-là, là où en Europe, le online est maintenant extrêmement développé. Et de trois, quand ils achètent un smartphone, pour prendre l'exemple du smartphone, ils l'achètent avec le forfait. C'est encore couplé, là où chez nous, maintenant, les deux sont désolidarisés. Et donc, quand ils achètent un forfait, aux US, c'est des forfaits hyper chers, ça va jusqu'à $100 et quelques, ça comprend plein de trucs, des abonnements Netflix, tout ça, il y a un peu de tout là-dedans, et ce qui leur permet généralement d'avoir le téléphone gratuit. Donc, prouver l'avantage concurrentiel du reconditionné à un prix beaucoup plus attractif versus neuf, mais quand le neuf, pour eux, en fait, ils n'ont pas trop la notion de combien ça vaut, parce qu'ils l'ont gratuit avec le forfait, c'est plus compliqué. Donc, difficulté que vous avez contournée en créant un partenariat justement pour pouvoir offrir un forfait. C'est ça la clé pour nous, c'est on a des bureaux locaux dans ces pays-là avec des Américains, des Japonais qui connaissent hyper bien la culture, qui bâtissent des partenariats avec des acteurs extrêmement implantés sur place. Alors, tu parlais de la campagne Big Market. Moi, j'ai ressorti des vieilles campagnes parce que j'aime bien les vieilles, pas si vieilles finalement, 12 ans, mais la culture publicitaire. Je me demandais, aujourd'hui, où on parle aussi beaucoup de bataille de l'attention, ton point de vue sur ce qui permettra à Back Market, ou même aux marques en général, demain, de gagner, je ne sais pas, mais d'exister fortement dans cette bataille de l'attention. Et pour compliquer les choses, s'il fallait choisir, est-ce que ça viendra de la communication ou de la tech? Les deux, mon général, ça c'est clair. Back Market, on est extrêmement fort sur la partie algorithmique, on est très très fin sur Google, sur les réseaux pour toucher des audiences qui sont très différenciées et en étant très héroïstes et sur la performance. On s'est construit aussi comme une marque forte. Au-delà d'être un retailer, on est une marque très forte, qui sort du lot, qui a un ton de voix très, très particulier, qui a fait émerger d'ailleurs le reconditionné comme un truc assez mainstream et sexy en fait. Là où historiquement la seconde main c'était un peu le truc poussiéreux, un peu vintage, voilà. Et ça c'est avec un ton de voix très spécifique. Au départ ce ton de voix il était un peu pirate. Peut-être qu'on l'aperçoit un peu là, un peu limite un peu culpabilisant, très revendicateur, sabotage, tout ça. Et puis petit à petit il a évolué vers ce qu'on appelle chez nous la révolution joyeuse. On n'est pas dans la culpabilisation, on accompagne les clients à les blagues de tonton Eric derrière. Voilà, on fait des blagues, on fait sourire les gens, ça leur parle, des références culturelles qui parlent à chaque consommateur de chaque pays. Et ça nous permet d'être proche des gens et de rendre ça plus accessible et moins froid aussi que le neuf. En fait, le neuf, ils sont plus du côté de la performance, c'est beaucoup plus froid, quoi. Et on est aussi, au-delà de ça, une marque qui éduque, qui fait de la pédagogie sur les ravages de la fast tech et qui incarne cette pédagogie. Tu vois, pour te donner un exemple, là, on vient de diffuser en avant-première notre documentaire d'Andorra. D'Andorra, c'est un documentaire qu'on a tourné au Kenya l'an dernier. On a quelques images, si vous voulez les envoyer dans le mur du fond. J'y suis allée avec une petite équipe de Back Market pour comprendre un peu l'impact en bout de chaîne de la fast tech. Et moi, là, ce que j'ai vu là-bas, ça m'a... je m'en souviens encore avec beaucoup d'émotion, tant visuellement que olfactivement, on va dire. D'Andorra, c'est une des plus grosses décharges au monde. C'est à perte de vue des montagnes de déchets. C'est des familles, c'est plus de 5000 familles qui vivent dans les bidonvilles alentours, qui collectent, qui trient ces déchets. Pour trouver le Graal, là-bas, c'est les appareils électroniques, c'est pour pouvoir essayer de revendre ce qu'ils reprennent d'aluminium, de cuivre et essayer d'en récupérer quelques shillings. Vous voyez du coup ces familles, même des enfants qui sont à main nue, sans aucune protection, dans des fumées toxiques, des odeurs pestilentielles, au milieu de cochons sauvages, de cigognes marabouts, c'est des charognards, etc. C'est un truc
Ouais, hyper choquant. Moi qui avais beaucoup bourlingué, tu vois, j'avais jamais vu de truc aussi trash de ma vie. Et on en a fait un documentaire pour témoigner, parce qu'on pense qu'on a une responsabilité aussi d'éduquer, de montrer en fait ce que ça provoque, notre surconsommation, cette frénésie qui nous pousse toujours à upgrader, toujours plus, tu vois. Donc voilà. Et en conclusion, je dirais que tu vois, je pense qu'on a un peu on essaie d'avoir le meilleur de la tech et le meilleur de ce qui est une marque forte. Et peut-être que pour imager, je dirais qu'on pourrait être vu un peu comme l'enfant d'Amazon et de Patagonia. Tu vois. Ok. Amazon, du coup, on passe à la concurrence. Amazon n'est pas le seul, hein. Fnac, Darty, plein d'acteurs des télécoms aujourd'hui ont un appétit assez prononcé aussi pour ce marché. La concurrence s'intensifie. Comment est-ce que tu vois justement, comment vous vivez cette pression peut-être nouvelle? Nous, on trouve ça génial. Franchement, on dit bravo, continuez, venez. Nous, on ne se bat pas contre eux, en fait. On se bat contre le neuf. On se bat pour faire progresser la pénétration du reconditionné sur le neuf. Donc, en fait, plus on sera nombreux à faire grossir ce gâteau, plus on fera basculer le marché et plus on établira l'économie circulaire comme une nouvelle norme de consommation. Et plus ça se diffusera dans d'autres secteurs de l'économie. Donc, non, voilà, au contraire, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Alors, il y a un truc qui vous aide au collectif, c'est la réglementation. Ouais. C'est aujourd'hui, en effet, les contraintes économiques qui sont des opportunités pour vous, hein, au droit à la réparation et à l'économie circulaire. Ça a été un vrai moteur pour le secteur. D'où viendra le prochain moteur pour accélérer cette mutation, d'après toi? Je dirais que le reconditionné, ça gagne du terrain, pas parce qu'il y a des nouvelles contraintes, etc., qui encouragent avec la législation, c'est surtout et avant tout parce que c'est bien. Parce que ce marché, il a été structuré et que maintenant, l'offre, elle est extrêmement qualitative. Ça, et les clients, ils l'ont expérimenté, ils l'ont compris. Il y a 10 ans, ça n'existait même pas dans le dictionnaire. Aujourd'hui, c'est une réalité qui convainc, qui est bien réelle. Et au-delà de la qualité, c'est une proposition de valeur qui est meilleure pour le portefeuille, meilleure pour la planète. Donc, c'est un peu tout bénef. L'accélérateur, elle viendra des clients, de la demande qui va continuer à grossir pour ce type de consommation. Nous, on a établi un vrai succès, c'est la catégorie du smartphone sur le marché français. Ce succès, on cherche à le répliquer partout, c'est-à-dire dans toutes nos géographies et sur toute la catégorie de produits. Donc là, ce qui pousse très fort et ce qui fait maintenant une grosse partie du mix des ventes, hein, c'est tout ce qui va être bureautique, les ordinateurs, les tablettes, l'audio. Toutes les catégories un peu d'équipement de la maison, les aspirateurs Dyson, les robots ménagers comme les Shark Ninja, etc. Donc ça cartonne, ça a le vent en poupe. Et donc, tu vois, l'accélérateur viendra de ça. En fait, il faut structurer cette supply-là de la diversification autre que le smartphone. Et en fait, on en revient un peu aux bases du commerce, quoi. Il faut de l'offre, de la demande pour avoir du commerce. Voilà. Aujourd'hui, le téléphone, c'est 70%, c'est ça, du chiffre? C'est 60%. 60%. Donc on suivra la progression. Vous avez un objectif assez précis, justement, sur une nouvelle balance? On est... il faut que... on veut répliquer ce succès-là, donc ça a vocation à devenir aussi gros, tu vois. Okay. Si on revient justement à l'année, à la progression, moi j'ai regardé un petit peu dans les innovations que vous avez proposées. J'en ai retenu quelques-unes qui expliqueraient la croissance. Je crois qu'on était à plus 30% par rapport à 2024. Ce que j'aimerais, c'est que tu nous éclaires sur la lecture que ça vous donne des comportements des consommateurs, alors justement de choisir et d'acheter. La première, c'est le grade premium. Donc là, l'idée, c'est de proposer des produits qui sont reconditionnés à base de pièces d'origine du fabricant. Ouais. La deuxième, c'est remplacement express. Je crois que c'est assez clair dans le titre, hein, mais c'est une solution simple pour vos appareils défectueux. La troisième, c'est une app pour vos appareils. Donc, c'est le suivi et l'entretien de tout ce qu'on achète potentiellement sur la plateforme. Et la quatrième, c'est une plateforme de réparation en partenariat à nouveau avec Evi. Donc voilà un petit point de vue sur le succès, ce qui a porté aussi votre succès et le succès de ces initiatives et ce qu'elles racontent. Ah ouais, ce que tu décris, ça démontre qu'on est maintenant bien plus qu'un vendeur. On a l'enjeu, de toute façon, c'est de créer de la confiance. Et pour ça, on doit être irréprochable sur la qualité de service qu'on délivre. Et ça passe par un accompagnement du client sur tout son cycle de vie et surtout sur une bonne anticipation de ses besoins. Donc ces besoins, ils sont simples, ils sont autour de la consommation de ces produits électroniques.
C'est du forfait pour le téléphone, c'est voilà, de l'assurance quand il y a du vol ou de la casse, c'est de la réparation pour en faire voilà, un réflexe beaucoup plus présent que ce que ça ne l'est aujourd'hui. C'est un service client hyper réactif, internalisé. Là aussi, on a investi dans la faiblesse historique des marketplaces, c'est que c'est notre service client. Et on n'a pas cessé d'investir sur le sujet tous ces 10 dernières années. Et donc, tu vois, c'est aussi la reprise des anciens appareils. Donc, en adossant un peu tous ces services, on crée la confiance et on devient aussi le guichet unique pour le consommateur pour tous ses besoins circulaires d'achat, de revente, de réparation. Et dans ces 4 services, par exemple, il y en a un qui a été un driver de business plus que les autres? Tous, hein. Franchement, ils sont tous en énorme progression. Le forfait avec Bouygues, on a d'abord commencé à l'expérimenter sur notre plateforme, backmarket.fr. Ça a cartonné tout de suite. Et donc, c'est pour ça aussi que là, qu'on est parti un an après dans le physique. L'assurance, on cesse d'itérer sur le sujet en rajoutant toujours des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, non, ils sont tous pourvoyeurs de satisfaction client et puis bien sûr aussi pour nous de marge, quoi. Donc. Et demain, les prochaines, on peut savoir ou pas? Alors, rien. Bon. Tant pis, on aura testé. On a parlé beaucoup aujourd'hui de l'IA générative et d'un risque majeur qui est la perte de trafic organique auquel sont confrontés la plupart beaucoup de gens ici, qui est estimé à 25% à l'horizon 2026, donc à la fin de l'année. C'est quoi la parade? La parade, c'est d'être ultra pertinent quoi, dans ce nouveau un peu mode de commerce, c'est de continuer à avoir les bons produits au bon prix. Ça paraît hyper basique, mais c'est juste la base, quoi. Et ensuite, c'est de viser le bon équilibre, c'est de continuer à être extrêmement performant sur les canaux historiques, et tout en investissant, en cherchant à apprendre sur ces nouveaux canaux. Enfin, en fait, c'est une question de dosage d'effort, mais il faut être vraiment sur les deux. Sur la partie LLM, il s'agit d'abord de comprendre, avant de faire, de deux, de lancer des explorations techniques, et puis de trois, d'apprendre à monitorer, quoi. Et parce que tout ça s'apprend, ça prend du temps, c'est de la ressource, et ça se fait de manière un peu séquencée. Et puis aussi de viser une stratégie de contenu qui soit extrêmement pertinente à beaucoup plus d'endroits. Et notamment dans toutes les conversations qu'il va y avoir sur Back Market, que ce soit sur d'autres plateformes, hein, sur Reddit, sur YouTube, sur TikTok, là aussi, ça doit nous apprendre à être beaucoup plus pertinent. À tous les points, sur tous les points de contact. Si on revient au thème global de l'événement, le commerce à 3 voies, parce qu'on en a assez peu parlé, on parle d'un rapport qui maintenant passe de commerçant à consommateur en incluant l'IA. À quel point c'est une réalité palpable chez vous? Ouais. Alors nous, on prend ça quand même avec... on est complètement dedans, et en même temps, on prend ça avec une certaine distance, dans le sens où il y a toujours eu des intermédiaires. Il y a des distributeurs, du conseil, et maintenant, l'IA rejoint ça. En fait, donc, on a toujours connu des nouveautés qui cherchaient à approcher le client de manière différente. À titre d'exemple, on peut citer les apps, on peut citer Google Shopping. Et voilà, maintenant, c'est juste un nouveau truc qu'on apprend. On verra si ce que ça génère, si ça aide ou pas. En tout cas, si ça va dans le sens du client, si ça aide le client, c'est forcément une bonne chose. Et dans ce cas-là, ça pourrait être quelque chose de très durable. Ok, donc agile et serein, quoi. Ouais. Juste peut-être pour terminer par une question, puisque c'est moi qui en pose beaucoup, les acteurs que j'ai croisés se posent beaucoup de questions justement par rapport à cette transformation. Si j'en cite quelques-uns, comment tu revois tes parcours, comment tu revois tes fiches clients, est-ce que tu optimises ton site pour qu'il plaise à Google ou aux agents IA? Dans quels termes, toi, tu te poses, vous posez collectivement ce genre de questions? Quelle est la question que vous vous posez? Nous, chez Back Market, le point de départ, ça reste le client et ça restera toujours le client. Donc, on s'efforce de ne pas prendre le problème à l'envers. On fait un site, on modifie notre site, on améliore notre site en continu pour les clients. Et ensuite, il faut que ça parle aux bons algorithmes. Mais on ne prend pas le sujet d'abord pour les algorithmes et ensuite pour les clients. Ça, je pense que c'est hyper clé. Donc, on essaye, une fois qu'on a fait
toutes les bonnes choses pour le client, de faire en sorte que ça parle bien aux algos de SEO, aux algos de GenAI, et c'est comme ça qu'on travaille en tout cas. Ok. Et la petite question qui trotte dans ta tête, la voix que tu es la seule à entendre, qu'est-ce qu'elle te rabâche? Que l'IA, c'est un outil, et rien qu'un outil, juste un outil, ça remplacera jamais l'humain. Et la confiance, elle doit rester dans ce que l'humain est capable d'apporter en termes de preuves. Et nous, on veut, avant tout, chez Back Market, rester des humains qui parlent à des humains, qui éduquent et qui accompagnent les humains dans leur consommation. Et ça, c'est extrêmement clé, je pense. Et alors, en termes d'humains, justement, l'IA chez Back Market, c'est un sujet qui est piloté par quels humains avec un H? C'est DSI, c'est e-commerce, c'est Comex, c'est vraiment partout, tous les jours, c'est une vraie réalité qui est incarnée dans beaucoup de cas d'usage. On travaille sur du shopping assistant, on travaille sur beaucoup de cas d'usage au service client, dans le bon fléchage des cas clients les plus sensibles, dans l'analyse des sentiments dans les conversations. On travaille sur la détection de la fraude, on travaille sur le grading esthétique des appareils. Enfin, on a des cas qui sont un peu répartis dans toutes les équipes. Tout le monde s'en est emparé, et ça très tôt. Et l'équipe qui a drivé ça de manière historique, c'était l'équipe de l'algorithme de la Buy Box, qui ont été vraiment les premiers à faire de l'IA, et qui restent aujourd'hui un peu les pionniers. C'est l'équipe qui continue à éduquer, à être un peu ressource pour tout le reste de l'organisation. C'est ce qu'on appelle l'équipe AI Core dans la presse, j'ai entendu parler de ça. Ouais. On peut dire ça, ouais. Mais elle est composée par qui? Enfin, concrètement, est-ce que c'est qui? Il s'appelle Anne-Sophie, Aurélien. Vous les rencontrerez tout à l'heure. Voilà. Ok. Et après, je vois Mathieu qui est là aussi, mais on a quand même plus de 300 ingénieurs développeurs dans la boîte, et eux, ils sont hyper dans une démarche de service par rapport aux autres. Mathieu me demande régulièrement comment je peux t'aider, Charlotte, qu'est-ce que je peux faire pour toi, est-ce que tu veux un nouvel agent? Et donc on est aussi hyper accompagnés naturellement par tous ces ingé-tech, quoi. Ok. On arrive au bout du temps qu'on avait prévu de passer ensemble ce soir. Ouais. J'avais quand même envie de finir par une petite question, une petite minute culture, quoi. L'IA et toi. Alors voilà, il y a 8 œuvres d'art majeur. Préparez-vous, je vais vous poser la même question. Ton rapport à l'AI et au potentiel dans le business, c'est le penseur de Rodin, la trahison de Magritte, le sacrifice d'Isaac, c'est la liberté guide le peuple, c'est la scène, c'est le cri de Munch, c'est le serment, Paume, ou c'est les joueurs de cartes de Cézanne? Tu vois, je dirais que moi, je suis là-haut, je suis le penseur, parce que tu vois, j'observe ça un peu, et tu vois, je regarde, j'apprends, notamment de mes collègues qui sont bien plus forts que moi sur le sujet. Chez Back Market, je dirais que c'est go, on y va, il faut prendre la vague, et on a des leaders hyper inspirants sur le sujet chez nous. Et puis, peut-être dans le secteur, dans le commerce, je dirais que c'est le cri, parce que c'est « qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Donc, alors, le visage, dans mon entourage, il est assez multiple. Je vais poser la même question à des ateliers du Before, et c'est le cri qui a gagné, ce qui était quand même en soi une information. On va peut-être confirmer la liberté qui guide le peuple sur un vote à main levée. Vous êtes 5, c'est ça? Levez la main. Combien sont sur la liberté qui guide le peuple? 1, 2, 3. En même temps, c'est votre boss, hein? 4, 5, non, je plaisante. Les 2 autres? Ah, elle a raté la question. Ok. Rapidement, du coup, à main levée, on va commencer par celle qui a gagné le plus de voix dans le secteur. On va voir si ça marche ici aussi. Qui aurait voté pour le cri? Alors, une personne. Qui aurait voté pour la scène? Personne. Pour Magritte? 1, 2, 3. Et moi, ça faisait 4. Le sacrifice d'Isaac? Caravage? Personne. Qu'est-ce que j'ai pas à citer? Les joueurs de cartes de Cézanne, du coup? 1. Le serment de Paume?
Ok, donc en fait, vous vous abstenez. Je vous rappelle qu'il y a les municipales qui arrivent bientôt. Je vous invite à être quand même un peu plus engagés dans vos votes, mais c'était quand même Je intéressant. crois que tu ne mesures pas la journée qu'on a eue ici, c'est tellement intense, je pense que tout le monde est fatigué. Bon, alors je termine par une Charlotte, c'est celle-là, c'est un gâteau, et c'est une mauvaise blague parce que je n'aime que ça, mais c'est aussi une façon de dire que demain, la conférence de clôture sera en présence de Nina Métayer, qui a fait cette Charlotte-là, qui est une pâtissière parmi les meilleures au monde, et qui par ailleurs est une entrepreneur, qui a commencé par le e-commerce pour la pâtisserie, ce qui est assez contre-intuitif, et qui a à peu près la même énergie que toi. Je pense qu'un duo entre vous deux aurait donné quelque chose d'extrêmement plaisant à écouter. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à préparer cette interview. Nina, je l'ai écoutée il n'y a pas longtemps, elle est beaucoup plus polissée que moi, en tout cas. Rejoins-nous sur scène si tu veux demain, si tu es encore là. Je ne serai pas là. Merci beaucoup, Merci à toi. Charlotte. Merci Et à tous. merci d'avoir été avec nous.